Bonjour. Alors effectivement, tous les 5 à 10 ans, depuis une quarantaine d'années, le monde du numérique est pris de soubresauts. J'ai connu moi, le début de la microinformatique il y a 40 ans, j'ai connu, comme certains d'entre vous, les débuts de l'Internet, on a connu l'arrivée de la mobilité, le Web 2.0, et à chaque fois tout le monde s'excite. Ça transforme les industries, ça transforme la vie des entreprises, ça transforme la vie des consommateurs, des particuliers, des citoyens, ça interpelle le régulateur, mais en général on sait de quoi on parle. Quand le micro-ordinateur est arrivé, on savait à peu près ce qu'on allait faire avec. Quand les smartphones sont arrivés, bon, les usages ont évolué dans le temps, Periscope n'est pas arrivé tout de suite, Instagram n'est pas arrivé tout de suite, mais en gros, on arrivait à le détourer. Alors là, on est dans le cadre de l'intelligence artificielle depuis quelques années, tout le monde s'excite, les Google, les IBM et Microsoft, côté des acteurs, les startups, le régulateur, qui a déjà produit 2 ou 3 rapports, et en fait, personne n'est d'accord sur ce qu'il y a derrière l'IA. C'est assez étonnant. On parle d'IA washing, on critique parfois certaines startups en disant « mais non, c'est pas de la vraie IA ». Il y en a qui disent « mais le machine learning, c'est pas de l'IA ». Alors c'est quoi l'IA? C'est ça la grande question. Donc on n'est pas d'accord, et je vais essayer de vous mettre d'accord, j'y arriverai peut-être pas, mais je vais essayer de vous mettre d'accord sur ce que c'est que l'IA. Et la meilleure façon de définir un mot, c'est de revenir à son origine. Alors contrairement à ce qu'on imagine, l'inventeur de l'IA, c'est pas Alan Turing. Certes, en 1950, il a émis l'hypothèse de son test qui était de dire un ordinateur sera intelligent le jour où, quand on dialoguera avec lui par un clavier, et on ne fera pas la différence entre un robot et un individu. Mais en fait, le vrai créateur de ce terme-là, c'est un certain Jim McCarthy. Et il a écrit ce mot-là pour la première fois dans un mémo qui date du 31 août 1955. C'est au même moment que Marty McFly revient du Retour vers le futur, pour ceux qui ont vu Retour vers le futur. Mais surtout, à l'époque, les ordinateurs fonctionnent avec des lampes, hein. Rappelez-vous quand même, hein, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. Les lampes, à savoir que les ordinateurs, ils s'en vendaient peut-être quelques centaines par an dans le monde. C'était des gros mainframes dans des salles blanches, comme on en a encore aujourd'hui. Mais en gros, l'informatique était balbutiante. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle qui a démarré à cette époque-là, elle a été en fait en sous-marin pendant plusieurs décennies, pendant presque 6 décennies, et tout d'un coup, elle s'est mise à devenir un sujet important. Alors, pourquoi ce terme-là a été inventé? En fait, il a été inventé par une dizaine de chercheurs, dont Jim McCarthy, à l'occasion de la création du plus long hackathon de l'histoire du hackathon. 8 semaines. Pendant 8 semaines, ils se sont dit, on va régler conceptuellement les problèmes de conception d'un système d'intelligence artificielle qui présenterait les caractéristiques suivantes: la capacité à comprendre le langage, la capacité à décortiquer ce qu'il y a dans des images, et la capacité à raisonner, comme le fait l'intelligence humaine. C'est l'objectif qui se donne en 1955 pour ce hackathon qui a lieu pendant l'été 1956. Alors nous sommes 62 ans plus tard, et on y est encore. Certes, on arrive à faire des choses intéressantes du côté de la reconnaissance de l'image, mais pour tout ce qui est du reste, on en est encore loin. Pour ceux qui ont testé un Google Assistant ou un Siri chez eux, ou avec toutes ces enceintes pilotables par la voix, on voit bien que ça ne marche pas encore très bien. Donc en fait, il y a des domaines où on a fait des progrès, des domaines où on a été beaucoup plus lent. Donc pour moi, l'IA, c'est une sorte de Graal technique, c'est-à-dire que c'est un objectif qui d'ailleurs a évolué dans le temps. Maintenant, on ne cherche pas forcément à imiter exactement ce que fait le cerveau humain. Dans beaucoup de cas de figure, on l'étend, on lui rajoute des outils, on lui permet de faire des choses que de toute façon le cerveau humain ne sera jamais capable de faire, comme manipuler de gros volumes de données. Le cerveau est limité de ce côté-là. Et en fait, l'évolution du numérique a transformé le sens du mot IA, a transformé l'objectif, et on est devenu à la fois plus réaliste, et on s'est rapproché des besoins aussi des utilisateurs et des entreprises. Et c'est pour ça que le sens a évolué dans le temps. Alors, il se trouve que l'IA, souvent, et en gros depuis 3 ans, est résumée par un très grand nombre de protagonistes de cette industrie par le deep learning. Vous en avez entendu parler hier, tout le monde vous parle du deep learning. Alors pourquoi on parle du deep learning? Parce que c'est une des disciplines les plus récentes du périmètre de l'IA, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui a connu des progrès immenses ces 5 dernières années, notamment dans le traitement de l'image et après dans le traitement de la parole et du langage. Mais il n'y a pas que ça dans l'IA. Il faut savoir que dans les premières décennies, notamment entre les années 50 et les années 80, le premier sujet qui avait mobilisé les chercheurs, c'était le raisonnement automatique. C'est-à-dire c'était la capacité à prendre des règles, des faits, à les assembler pour raisonner et, par exemple, résoudre des problèmes complexes. Alors à l'époque, les premiers systèmes experts dans les années 60-70 visaient à faire du diagnostic médical. Ils s'appuyaient sur l'accumulation d'une centaine de règles dans des spécialités, comme dans les spécialités ORL, et ils essayaient d'aider les praticiens à résoudre des problèmes de base de diagnostic ou de recommandation de traitement.
Ça ne marchait pas très bien parce que il était assez difficile de récupérer les règles de tous les experts sur le marché. Il se trouve qu'il y a eu ce qu'on appelle un été et un hiver de l'intelligence artificielle dans les années 80 qui étaient liés à ce sujet-là. Les années 80, c'était les années des systèmes experts. C'est les années du langage Prolog, créé par des Français à Marseille, Alain Colmerer et Philippe Roussel. C'était l'année de NXpert, une autre start-up française qui s'est implantée aussi aux États-Unis. C'était l'année où le Lisp était très largement utilisé. C'était l'année où il y avait une bulle de création de start-up sur la création de machines dédiées à ça, dédiées au système expert. Et depuis, plouf, on n'entend plus parler. Il se trouve qu'on n'entend plus parler, mais ça continue à être utilisé par les entreprises. Et d'ailleurs, sans le savoir, on fait du raisonnement. Quand on fait de la programmation procédurale classique dans un logiciel, quand on applique des règles statiques, on fait du raisonnement, sauf que le raisonnement ne bouge pas. Le raisonnement est dynamique quand les règles sont assemblées de manière dynamique, et c'est là où on fait appel à des systèmes de type système expert. Alors il se trouve que les fournisseurs, y compris les sociétés comme IBM que vous avez vu hier, ils ont transformé le jargon associé à ça. Alors au lieu de parler de système expert, qui est quasiment devenu un gros mot, ils évoquent la notion de RBMS. C'est poétique, hein, ça donne envie. C'est les Rule Based Management Systems. Donc tout ça pour dire que le marketing a tué les systèmes experts. Alors depuis une vingtaine d'années, on a vu apparaître ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, au départ, avant les réseaux neurones et avant le deep learning dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'était finalement la science d'exploitation des données. Donc ça reposait sur l'exploitation avec des méthodes en général statistiques de données pour faire de la prédiction, pour faire de la segmentation, typiquement dans le marketing, c'est très largement utilisé, et en général avec des méthodes que certains considèrent comme ne faisant pas partie de l'IA. Et pourtant, n'importe quel étudiant qui est passé par un cours d'IA ou qui a lu le Russell et Norvig, qui est la Bible pour les étudiants, eh bien, le machine learning, les analyses statistiques qui sont associées, y compris avec des modèles bayésiens, font partie du périmètre de l'IA. Ça fait partie de cette discipline. Alors, ce qui a changé récemment, c'est l'arrivée des réseaux neurones. Alors, le premier réseau neurone, il faut savoir qu'il a été conçu en 1943 par Maculo et Pitts, qui ont écrit un papier en disant on pourrait imiter les neurones biologiques pour les mettre dans un logiciel. En 1957, vous avez Frank Rosenblatt qui invente le concept de perceptron, qui est le premier réseau de neurones, on va dire, implémentable. Il construit même une machine. Pour ça, il met quelques neurones dedans, c'est fait avec des fils électriques, ça ne marche pas très bien. Et pendant au moins 3-4 décennies, on n'en entend pas parler. Et tout d'un coup, notamment grâce à la puissance des processeurs et des GPU NVIDIA, grâce aussi aux évolutions algorithmiques, et grâce notamment à cette création fantastique de Yann Lequin, qui est ce qu'on appelle le réseau neurone convolutif, qui permet de reconnaître des images efficacement, la discipline a connu un énorme essor depuis, en gros, une vingtaine d'années pour ce qui est de Yann Lequin, et en gros 5-6 ans, grâce à l'évolution de la puissance des processeurs. Alors les neurones sont des neurones connectés les uns aux autres, je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail, et le deep learning est arrivé après. Au départ, on a d'abord conçu des réseaux neurones relativement simples, et quand la puissance des machines l'a permis, parce qu'entraîner un réseau de neurones, ça coûte très très cher en puissance machine, l'exécuter, ça coûte pas cher, mais l'entraîner, ça coûte cher. Eh bien, grâce à la puissance des machines et à l'évolution des algorithmes, on a pu voir apparaître beaucoup de solutions de type deep learning. Mais aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu réducteur de le présenter comme ça, les réseaux neurones et surtout le deep learning sont utilisés essentiellement pour le traitement du langage ou la vision artificielle. Toute la partie raisonnement et analyse de données structurées fait plutôt partie des disciplines qui sont avant. Mais il y a un autre larron dans l'histoire qu'on oublie tout le temps, et là je parle à ceux d'entre vous qui a peut-être un background un peu plus technique que les autres, c'est la colle. Comment on assemble tout ça? C'est bien gentil d'avoir du deep learning, d'avoir des systèmes de raisonnement, d'être capable d'analyser les données, mais comment vous créez une solution? Eh bien, pour créer une solution d'intelligence artificielle, qui d'ailleurs parfois va utiliser des solutions et des techniques classiques, hein, du domaine du logiciel classique, eh bien, il faut utiliser ce qu'on appelle des réseaux d'agents. En fait, on utilise des systèmes multi-agents, des réseaux d'agents, qui sont en gros l'équivalent, pour ceux qui en ont fait dans le passé, de systèmes de gestion de workflow, qui pilotent des processus complexes dans les entreprises et qui assemblent des briques logicielles. Ce qu'on appelle un agent dans l'intelligence artificielle, c'est un système qui est relativement autonome, qui a des entrées et des sorties, qui a des capteurs et qui est capable d'agir de manière relativement indépendante, mais ces systèmes sont connectés aux autres. Donc typiquement, quand vous mettez en place une IA dans une voiture autonome, dans un robot, Boston Dynamics, ou dans un Google Assistant, à chaque fois, ces solutions qu'on appelle des solutions d'IA vont utiliser tout un tas de briques logicielles qui sont assemblées grâce à ce savoir-faire qui est méconnu aujourd'hui et qui nécessite d'ailleurs de former des compétences, former des ingénieurs, et qui ne relève pas de la programmation classique, qui relève de la conception de systèmes. Et donc c'est tout ça l'IA. Alors, vous avez peut-être entendu parler Nicolas Sekaki hier, chez IBM avec Watson, ils insistent beaucoup sur une discipline qu'ils appellent la gestion des connaissances, le cognitive computing. La gestion des connaissances, c'est un domaine qui est encore en devenir, parce que la gestion des connaissances aujourd'hui,
Ça nécessite à la fois d'être capable d'assembler des techniques de deep learning pour analyser le langage, et dans certains cas, et c'est ce que fait IBM, pour extraire des règles, extraire du savoir de textes existants. Alors ça peut être des publications de chercheurs, ça peut être des commentaires de blogueurs ou des commentaires dans des sites web ou dans le monde des réseaux sociaux. Ça peut être toute forme d'écrit. Et ces règles-là peuvent être exploitées ensuite pour faire du raisonnement. Et aujourd'hui, il y a une interconnexion entre les systèmes d'analyse du langage pour extraire la donnée et ceux qui exploitent ces règles-là. Donc c'est un domaine qui est encore en devenir. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui dans le monde entier sur ce qu'on appelle cette notion de gestion des connaissances. Alors la grande question que je me suis posée, finalement, avec toutes ces technologies-là, c'est de me dire, finalement, où est-ce que l'homme est déjà dépassé par la machine et où est-ce que la machine est encore un peu derrière. Et la situation est extrêmement contrastée quand on intègre l'ensemble du monde du logiciel et en particulier le monde de l'intelligence artificielle. Alors là, je vous ai mis 4 domaines où la machine nous tue déjà depuis longtemps. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu cette période-là, l'arrivée du tableur quand même. Premier tableur, 79, VisiCalc. Premier tableur grand public, Lotus 123 en 1983, sur les PC de l'époque. Eh bien, les tableurs ont complètement changé la vie de gens qui faisaient du calcul. Les experts comptables, les financiers, les marketeurs. Et c'est une révolution fantastique. Et à l'époque, imaginez ce qu'on faisait avant. On travaillait avec des calculatrices ou avec des logiciels faits sur mesure. Donc c'est une révolution. Donc le calcul, avec la machine à calculer comme avec le tableur, nous a déjà balayé depuis très très longtemps. La mémoire, c'est la même chose. Quand IBM Watson gagne à Jeopardy en 2011, il gagne pourquoi? Il gagne parce qu'il y a du logiciel qui sait triturer les données, mais il gagne surtout parce que Wikipédia est mis entièrement en mémoire dans l'ordinateur, 4 téraoctets. Et les joueurs à côté n'ont pas le droit d'accéder à leur téléphone pour consulter Wikipédia. Donc j'appelle ça de la triche, moi. Parce que quand l'homme ne peut pas utiliser une mémoire externe et que l'ordinateur a accès à toute la mémoire, c'est logique qu'à la fin, avec ce qu'on appelle la force brute, l'ordinateur batte l'homme. En plus, l'homme, il consomme que 20 watts avec son cerveau, et la machine d'IBM devait consommer un demi-mégawatt pour faire fonctionner son ordinateur. Donc, on ne compare pas des choses comparables. Alors, les jeux de société, même chose. La quasi-totalité des jeux de société, maintenant, sont gagnés par de l'IA. Les victoires les plus récentes, ça a été le jeu de Go en 2016, mais on a négligé un autre jeu qui a été gagné aussi par des IA, c'est le jeu de poker. Le poker a été gagné par des IA avec Deep Chess et Libratus en 2017, et là, c'est une avancée qui est beaucoup plus importante que pour le jeu de Go, paradoxalement, parce qu'en fait, dans le jeu de poker, l'IA, comme l'homme, n'a pas la connaissance de l'ensemble du jeu, puisque le jeu des autres joueurs est caché. Alors que dans le Go, on voit le damier en entier. Donc là, il y a une avancée intéressante. Et encore, l'IA qui a gagné au poker n'avait pas de capacité à analyser le visage des joueurs pour voir le poker face, quoi, pour analyser les sentiments des joueurs. Donc là, on est déjà battu. Quatrième sujet, la vision. Dans le domaine de la vision, et très souvent d'ailleurs c'est lié à l'imagerie médicale dans la santé, la vision artificielle, malgré beaucoup de limites qui subsistent encore d'un point de vue technique, nous bat largement. Typiquement, quand on met dans un système d'imagerie médicale la connaissance cumulée de tous les savants, de tous les spécialistes d'un domaine donné, en cancérologie par exemple, dans un domaine précis, eh bien l'accumulation du savoir de reconnaissance des tumeurs cancéreuses dans un système va être meilleure que le savoir d'une seule personne. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'IA qui est plus intelligente que le médecin. C'est la totalité des médecins d'un domaine donné qui est plus intelligente qu'un médecin isolé. Vous prenez n'importe quel domaine du savoir, au même titre que Wikipédia contient plus de connaissances que ce que vous avez vous en tant que spécialiste. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Alors, les domaines où on est un peu entre deux eaux, il y a la conduite, typiquement. La conduite autonome, on voit beaucoup de démonstrations de véhicules, mais la conduite autonome a beaucoup de mal à fonctionner aujourd'hui. C'est opérationnel quand il n'y a pas trop d'hommes, en fait. C'est-à-dire que si vous mettez un véhicule autonome dans un endroit isolé, ça marche très bien. Vous avez des Navia qui circulent en véhicule autonome à Lyon, à Paris, dans différents endroits en France. Vous avez une expérimentation qui démarre à Rouen bientôt avec la Zoé de Renault. Toutes ces choses-là évoluent progressivement. Alors pourquoi? Parce que l'interopérabilité entre l'homme et les véhicules autonomes est compliquée à gérer. D'ailleurs, une raison simple, c'est que l'homme ne respecte pas le code de la route. L'homme est irrationnel, alors que la machine, elle est rationnelle, elle respecte le code de la route. Donc c'est difficile de faire cohabiter les deux. Donc l'interaction avec l'humain est compliquée. Deuxième point, le raisonnement spécialisé. Alors on a beau avoir des systèmes experts, on a beau avoir des moteurs de règles permettant de gérer le savoir, on a beau parler de cognitive computing, on en est encore loin, même s'il y a quelques progrès qui sont faits dans des domaines très spécialisés. Alors ça va être le cas, par exemple, dans le monde de la banque avec la détection des fraudes. Ça peut s'appuyer sur des méthodes de ce type-là. Alors il y a des domaines, par contre, où alors on est vraiment
l'homme a encore quelques beaux jours devant lui face à l'ordinateur. La traduction, même si on voit apparaître des performances saisissantes, parfois traduction de chinois à anglais chez Microsoft ou des traductions avec des oreillettes proposées par différentes startups dans le monde, c'est encore difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle, ils arrivent à traduire correctement un mot, une phrase, mais ils ont toujours du mal à traduire un texte plus large dans son contexte et à le mettre dans son contexte. Pourquoi? Parce que les biais culturels sont difficiles à assimiler, parce que les données d'entraînement ne sont pas forcément suffisamment nombreuses. Alors typiquement, par exemple, un système de traitement de la parole et de traduction sera toujours meilleur sur une langue qui est très largement parlée et pour lesquelles il y a beaucoup de textes disponibles sur Internet, donc typiquement l'anglais, ou l'anglais via une autre langue comme l'espagnol, l'arabe, le chinois, qui sont des langues pratiquées par des centaines de millions de personnes dans le monde. Par contre, un système de traduction automatique qui va associer deux langues rares fonctionnera très mal, parce qu'il n'y aura pas assez de données d'entraînement. Donc on est très dépendant de la donnée pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors, derrière le raisonnement généraliste, qui est le fameux Graal de l'intelligence artificielle générale, ou la super intelligence, comme dirait Nick Bostrom, qui relève un peu d'un mythe aujourd'hui, ce serait une intelligence qui serait capable de raisonner par analogie, par déduction, par induction, d'interagir avec le monde, d'apprendre de manière empirique et d'être créative. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là, heureusement d'ailleurs pour nous. Et c'est un domaine où beaucoup de recherches se font, notamment chez des startups, chez Google, chez d'autres, mais c'est un domaine où la machine ne nous dépasse pas encore. Donc vous avez encore de la place. Et puis dernier point, il y a quand même un truc un peu bête, c'est les émotions. Alors, il faut faire la part des choses entre deux types d'émotions. Aujourd'hui, les capteurs, d'ailleurs Laurence de Villers tout à l'heure vous en parlera peut-être un petit peu, les capteurs peuvent donner l'impression qu'ils sont capables de capter les apparences extérieures de vos émotions. Dans certains cas, ça marche, dans d'autres, ça ne marche pas. Par contre, les capteurs qui existent aujourd'hui, qu'ils soient des capteurs biométriques, des caméras, des micros, ils n'ont pas la capacité à comprendre ce qui génère vos émotions. C'est-à-dire que si vous avez un visage triste ou heureux, il ne saura pas l'expliquer. Il ne saura pas dire vous êtes content, vous ennuyez en m'écoutant ou pas. Il ne saura pas le dire, ça, parce qu'il ne sait pas lire dans les pensées, pour l'instant en tout cas. Donc on est dans un domaine où la captation commence à faire des progrès, mais c'est balbutiant. Par contre, le fait d'avoir une conscience, un objectif dans la vie, d'avoir une interaction avec le monde du vivant, avec les autres, le fait d'avoir un corps, tout ça, l'ordinateur ne l'a pas, le robot ne l'a pas encore, et donc on en est encore loin. Et puis dernier point, c'est l'agilité physique. Ça, je me suis rendu compte de manière assez empirique que les robots avaient un énorme souci en termes d'agilité physique. Malgré les belles démos qu'on peut voir chez Boston Dynamics, qui est une boîte extraordinaire qui a été achetée d'abord par Google et puis rachetée par SoftBank au Japon, cette boîte fait des choses extraordinaires, mais en fait, on oublie que la performance dans l'interaction avec le monde, au niveau des gestes que nous avons, nous, en tant qu'Homo sapiens, et que les animaux et les mammifères ont en général, est une performance en fait, qui est encore plus complexe à mettre en œuvre que tout ce qui est intellectuel dans notre cerveau. Et j'ai découvert, en faisant un peu de neurosciences, qu'en fait, on a 4 fois plus de neurones dans le cerveau qui gèrent le mouvement appris, les mouvements appris, comme danser, marcher, conduire, etc., que de neurones qui gèrent le raisonnement. Et on ne sait pas ça, enfin, on oublie. Donc en fait, c'est très compliqué. Et puis, un homme, un mammifère, c'est 700 muscles. Un robot, c'est 20 à 30 moteurs dans le meilleur des cas. Donc on a encore cette agilité qui fait que le plombier n'est pas prêt d'être robotisé. Le plombier, enfin tous les métiers manuels où il y a une incertitude dans le mouvement, une incertitude dans l'endroit où il va devoir travailler, ce qui n'est pas vrai dans le montage à la chaîne dans les usines, qui est relativement automatisé aujourd'hui, tout ça, ça reste encore quelque chose qui est difficile à faire avec des robots. Et puis dernier point, il y a quand même un truc tout noir, c'est le bilan énergétique. Vous savez pourquoi? C'est une question de source d'énergie. Un robot, un ordinateur fonctionne avec de l'électricité, et notamment avec des batteries, quand il s'agit d'un robot. Et les batteries ont une densité énergétique qui est très mauvaise. C'est pour ça que c'est lourd, c'est pour ça que les voitures coûtent cher. On met 10 000 € de batterie dans une voiture aujourd'hui pour une berline haut de gamme. Eh bien, les batteries ont une capacité à stocker l'énergie qui est extrêmement faible comparativement à l'essence, toutes les énergies fossiles, et tout bêtement à notre graisse. La graisse qu'on stocke dans notre ventre ou ailleurs, complétée par les glucides, tout ça, ça a une densité énergétique qui est bien meilleure, ce qui fait qu'un homme peut être autonome des journées, normalement. Alors, en théorie, on peut durer 2-3 semaines sans manger, et alors qu'un robot, les derniers robots de Boston Dynamics, ils ont une autonomie de 1 heure à 1 heure et demie. Tout simplement parce que la batterie stocke moins d'énergie. Donc voilà un peu le panorama global de là où nous en sommes aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça évolue. Hein. Ça évolue dans ce sens-là. Ça évolue pas dans l'autre sens. Mais ça évolue relativement lentement. Et en fait, ça évolue en fonction de critères qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Il y a d'abord des critères qui sont liés aux envies des chercheurs. Évidemment, les chercheurs cherchent dans différentes directions à améliorer ces systèmes-là.
Deuxièmement, il y a des envies liées à la société. Parfois, il peut y avoir des envies ou des barrières, pour des raisons justement d'éthique, dont Laurence parlera beaucoup. On ne va pas forcément aller dans toutes les directions. Et puis, il y a un troisième élément qui influence beaucoup le monde aujourd'hui, et la recherche et le développement, c'est tout bêtement les contraintes économiques. Certaines entreprises sont intéressées à investir dans tel domaine, pas dans d'autres. Aujourd'hui, on a tendance à automatiser à tout crin tout un tas de processus dans les entreprises, et ça peut avoir tendance à orienter certains des choix dans la partie orange et la partie rouge, mais pas forcément dans tous les domaines. Alors, je vais revenir un petit peu sur les réseaux de neurones pour vous donner un peu un état de l'art de là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de réseaux de neurones. Très souvent, on imagine que les réseaux de neurones, ce sont des technologies monolithiques. Mais en fait, il y a une créativité chez les chercheurs dans un domaine qui est absolument phénoménale. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la créativité ne s'est pas arrêtée le jour où Yann LeCun a inventé les réseaux de neurones convolutionnels en 1988-89. Alors, au départ, il y avait ce qu'on appelle des réseaux denses, donc qui permettent de faire des classifications, des prédictions sur des espaces probabilistes assez complexes. Il y a eu ensuite l'apparition des fameux réseaux donc, de Yann LeCun, il y a 20 ans à peu près. Mais on a vu apparaître aussi des réseaux récurrents. Et les réseaux récurrents, ils ont une caractéristique très intéressante, c'est que ce sont des réseaux qui sont capables d'analyser les signaux qui sont récurrents. Je me répète. À savoir qu'ils analysent les bruits, ils sont capables d'analyser un électrocardiogramme, une évolution de consommation électrique dans la journée, qui est très intéressante pour les fournisseurs d'énergie ou les fournisseurs d'eau. Tout ce qui est récurrent dans le temps peut être analysé par ce type de réseau. Et je suis sidéré, par exemple, de la capacité qu'ont ces systèmes-là d'analyser le bruit des machines. Alors, le bruit des machines, ça ne pose pas de problème d'éthique, hein, on est tranquille. En analysant le bruit des machines, on est capable d'identifier à l'avance l'usure de pièces et de faire de la maintenance prédictive des machines pour éviter qu'elles tombent en panne et réduire le coût. Donc ça, c'est très intéressant pour les fabricants d'ascenseurs, les fabricants d'éoliennes, pour toutes les sociétés qui ont des machines, ça peut être vrai pour des camions, pour des véhicules roulants. Toute machine qui a un moteur qui tourne ou une dynamo est intéressée par ce genre de technologie. Et c'est donc un usage industriel qui est méconnu parce que ce n'est pas grand public, mais qui pourtant est important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réseaux à mémoire. Alors le schéma est un peu compliqué, d'ailleurs j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Les réseaux à mémoire, ce sont des réseaux qui servent à gérer essentiellement le langage et à savoir mettre un élément d'information, donc un mot ou une phrase, dans son contexte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux à mémoire. Et ces réseaux sont capables d'identifier le contexte dont des mots et des phrases, typiquement dans le cadre de la traduction. Et c'est ça qui permet de faire de la traduction, et c'est ça qui permet à un chatbot avancé, évolué, de gérer de manière intéressante une conversation avec un consommateur et un utilisateur. Et puis le dernier type de réseau, qui est relativement récent, en tout cas dans son incarnation grand public visible dans les médias, c'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs. C'est toute une catégorie de réseaux de neurones qui sont d'ailleurs assez alambiqués dans leur construction interne, qui nécessitent beaucoup de compétences et qui sont capables de générer du contenu à partir d'autres contenus. Alors le cas le plus classique, c'est cette application qui est téléchargeable, j'ai oublié son nom d'ailleurs, ça doit être AppFace, qui est une application que vous téléchargez depuis début 2017 sur votre téléphone et qui vous permet de vous rajeunir, de changer de sexe ou de vieillir. À vous de choisir. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau génératif. Donc ça part d'un contenu existant qui est votre visage. Ça a été entraîné avec plein de visages pour lesquels on avait des évolutions dans le temps de l'historique du vieillissement ou du rajeunissement. Et à partir de là, le système est capable de générer une image artificielle. C'est grâce à ça qu'on peut créer des mélanges de thèmes artistiques. Grâce à ça, on est capable de mélanger du Van Gogh avec une image réelle. On est capable de remplir une photo qui est à moitié vide. On est capable de créer du contenu à partir de zéro. Et d'ailleurs, ce sont les réseaux génératifs qui sont eux aussi capables d'inventer des nouvelles formes de dialogue dans des chatbots. Ils servent aussi à ça. Ils créent des contenus composites à partir de contenus existants. Donc ça, c'est une discipline qui est relativement nouvelle dans le monde des réseaux de neurones et du deep learning. Alors la grande question, et je pense que Laurence va vous en parler, la grande question qui obnubile tout le monde, aussi bien le régulateur que les entreprises, que les startups, c'est une grande partie des technologies de l'IA, et je pense à tout le monde du machine learning, et en particulier au deep learning, dépend de données d'entraînement. Alors ces données, d'où viennent-elles déjà ? Ces données, en général, dans une entreprise, elles viennent soit de l'entreprise, soit de l'extérieur. Avec ça, j'ai à peu près tout couvert. Donc l'intérieur, c'est quoi ? C'est les données de gestion, c'est le log de serveur Internet, ça va être les bases de données clients, ça va être toutes les informations qu'on a sur la conduite des affaires. Et ces données-là permettent de faire des prédictions, d'essayer de comprendre ce qui va se passer, de segmenter son marché, typiquement dans le cas du marketing, et donc de mener son business. Mais il est très intéressant aussi de faire appel à des données externes. Parce que les intelligences artificielles, quelle que soit la manière dont elles sont développées, s'enrichissent quand elles croisent des données d'origine variée. Si on ne fait pas ça, on crée un système qui est trop basique, trop simple.
La richesse statistique de données, les statisticiens le savent très bien, elle vient du croisement des données. Elle ne vient pas de l'usage d'une donnée très isolée. Alors le cas le plus classique qu'on pourrait citer, que j'aime bien, c'est vous êtes chez Orange, vous êtes chez Canal+, et vous voulez prédire le comportement de vos clients. Le cas le plus classique en marketing, c'est de prédire qu'un client risque de vous quitter, pour éviter qu'il vous quitte. On pourrait l'appliquer au couple aussi, mais bon. Mais il y a moins d'informations dans les bases de données là-dessus. Donc l'objectif, c'est d'exploiter les données du passé pour essayer de comprendre ce qui, dans le comportement passé des clients, va induire un comportement d'attrition, comme on dit en américain, de churn, qui fait quitter les clients d'un service, pour évidemment l'éviter. Le point fondamental, c'est la qualité des données et leur diversité. Alors, il y a un biais extrêmement important, il y a un élément extrêmement important à prendre en compte dans l'exploitation des données qui servent à ces systèmes-là, c'est ce qu'on appelle les biais. Alors, je vais vous donner deux exemples qui sont extrêmement parlants et qui marquent bien les esprits, mais il y en a plein d'autres. C'est l'exemple des systèmes de reconnaissance des visages qui, il y a quelques années aux États-Unis, ne reconnaissaient pas les visages noirs. Alors, pour deux raisons. Première raison, la base de données d'entraînement ne contenait pas assez de visages noirs, ou tout du moins, elle ne contenait pas dans la même proportion que le nombre de visages noirs qu'il y a dans le pays. Aux États-Unis, il y a 18% de blacks. Et les bases d'entraînement étaient entraînées en général avec 2 ou 3% de visages de blacks. Résultat, les biais statistiques faisaient que les visages noirs n'étaient pas reconnus par les systèmes de login ou de reconnaissance des visages. Mais il y a une deuxième raison à ça, c'est que les systèmes de ce type-là étaient créés par des blancs. Donc il n'y avait pas assez de diversité chez les créateurs. Donc eux-mêmes ne se posaient pas la question du sourcing des datas, etc., etc. Mais il y a un autre biais qui me semble extrêmement important, parce qu'on parle beaucoup de biais liés à l'éthique, et effectivement, l'éthique est un énorme sujet à traiter au niveau du biais des données, mais il y a un autre biais qui n'est pas éthique, qui est purement business, qui est ce que j'appelle le biais du rétroviseur. Le biais du rétroviseur, c'est quand une entreprise s'appuie trop sur les données du passé et, en gros, loupe le platane en conduisant. Et c'est très classique, ça. Alors, je vais vous donner un exemple qui est une image. Vous prenez tous les bouquins de management de terre qui existent depuis 40 ans, qui vous expliquent les grands facteurs de succès des entreprises. Rappelez-vous les bouquins de Clayton Christensen sur l'innovation, les bouquins sur l'océan bleu, les bouquins sur le Lean Startup, tous ces bouquins-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent le passé, ils regardent ce qui se passe dans une industrie donnée, ils vont analyser 50, 100, 1000 boîtes, ils essayent de trouver 2 ou 3 critères saillants qui expliquent le résultat des entreprises et leur succès, mais dans le passé, et ils recommandent aux entreprises de les utiliser dans le futur. Alors j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus qui est extrêmement saillante. Clayton Christensen, qui est le roi de ce domaine, qui a écrit tous les bouquins sur le dilemme de l'innovateur, il a écrit un bouquin il y a un peu plus de 10 ans qui s'appelle Seeing What's Next, où il essaye de prédire ce qui va se passer à partir de ces règles-là. Et il recommande à une société que vous connaissez, qui est Intel, qui faisait face à la concurrence d'AMD, de se dire, tiens, il faudrait qu'Intel fasse des processeurs low cost. Donc Intel, ils le font. En plus, ils suivent leurs recommandations. Donc ils font des processeurs Atom, certains ont connu, c'était dans les netbooks sortis il y a une dizaine d'années. Sauf que, grâce à ça, ils ont loupé les smartphones. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu que le problème n'était pas simplement qu'il fallait baisser les prix, le problème c'était qu'il fallait viser les nouveaux usages. Et résultat, Qualcomm, Mediatek et quelques autres ont tué la capacité d'Intel de faire de la croissance dans le monde de la mobilité, et Intel est cantonné à faire des processeurs pour desktop et pour serveur. Donc c'est un bon exemple de louper, qui n'est pas lié à l'IA, mais qui est lié à la méthode sous-jacente. Il est lié au fait que si on s'appuie trop sur le passé, on ne peut pas créer le futur ou anticiper le futur. Alors je vais passer en revue un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui. Alors le deep learning appliqué dans la vision, il est phénoménal. Il est utilisé, j'ai déjà cité pas mal de cas d'usage, mais il est utilisé dans des domaines pas forcément faciles à imaginer. La comparaison de produits dans les sites de commerce en ligne, c'est du deep learning et de recodimage. Comment on trouve des produits similaires de sacs ou de robes ou de chaussures, c'est grâce à des systèmes de ce type-là. Avant, on essayait de reconnaître les objets avec leurs tags, avec des systèmes assez complexes, et les tags n'étaient jamais forcément bien documentés. Maintenant, on est capable de faire ça rien qu'avec la reconnaissance des images, avec une base qui est bien structurée, qui permet de faire ce genre de choses. On peut aussi, évidemment, conduire de manière autonome avec des véhicules. Ça marche grâce à quoi? Ça marche grâce à la capacité, d'abord d'avoir des capteurs dans les véhicules qui captent en 3D tout ce qu'il y a autour des véhicules, et après d'analyser ça, et d'interpréter l'image, en 3 dimensions en général, pour comprendre tous les objets qu'il y a autour du véhicule pour faire ce genre de choses. Le langage, c'est pareil. Le langage, dans tout ce qui est en haut, vous le savez, ça, ce sont des usages qui sont assez courants. Vous savez qu'on fait de la reco de la parole, des agents vocaux, des chatbots, de la traduction, la synthèse vocale, où on fait des choses extraordinaires. Mais il y a plein d'usages qui sont moins connus et qui ont un rôle dans les entreprises.
Typiquement, le résumé automatique, qui est utilisé dans les médias, qui peut être utilisé aussi en combinaison avec une autre technique qui est la génération de textes dynamiques, qui permet par exemple de générer des courriers intelligents qui répondent aux clients, grâce à des bases d'entraînement. On a aussi des systèmes d'extraction de données, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables d'analyser des textes produits par les entreprises et qui en extraient des données et qui vont alimenter des bases de données. Il y a aussi, et ça on en parle depuis au moins une dizaine d'années, tout un tas de logiciels de plus en plus puissants qui sont capables d'analyser le sentiment des consommateurs quand ils s'expriment sur des marques. Donc ça, c'est utilisé dans le marketing. Et puis on parle de robojournalisme avec quasiment des systèmes qui génèrent des articles automatiquement. Alors, je vous rassure, pour ceux d'entre vous qui êtes dans ce métier-là, ça ne remplace pas les journalistes, ça automatise la partie répétitive de leur métier. Typiquement, quand on produit des dépêches d'agence pour annoncer des résultats sportifs, 0-0 par exemple, c'est pas très compliqué, des résultats financiers, des résultats météo, des annonces de tremblements de terre, le premier niveau d'information qui est assez basique, qui est basé sur des chiffres, est templétisable, comme on dit, et donc il peut être automatisé dans une certaine mesure. Et souvent, le journaliste rajoute sa sauce après pour y rajouter du vécu, de l'humain, et du reportage et du terrain. Alors, il se trouve que l'IA est en train, aujourd'hui, de transformer tous les métiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul métier qui ne soit pas concerné par l'IA. Alors, les degrés d'investissement des entreprises, des organisations et des startups n'est pas le même d'un métier à l'autre. Typiquement, ceux des métiers où il y a de grands acteurs, à la fois côté start-up ou chez les GAFA, et de grands utilisateurs, donc grosses entreprises, là, ça avance très vite. Et aussi là où il y a de la donnée, donc typiquement dans la banque, dans l'assurance, dans les usines, dans le marketing en général, dans les transports de plus en plus, tout ça adopte de manière extrêmement rapide les technologies d'IA. Là où c'est un peu plus lent, c'est quand le marché est plus fragmenté, quand il y a plus de professions libérales, quand il y a moins de start-up, quand il y a moins de financement de l'innovation, quand il y a moins de recherche. Ça va un peu plus lentement. Alors ça peut être le cas par exemple de l'éducation, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y a beaucoup de promesses dans l'usage de l'IA dans l'éducation pour faire de l'éducation personnalisée, avec des parcours en ligne, avec des MOOC adaptés à l'utilisateur. La réalité, c'est que les offres sont très immatures, pas commercialisées à grande échelle, et en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, mais ça veut dire que c'est plus difficile et que ça évolue moins vite. Alors, il y a tout le monde du renseignement et de la défense qui utilise à fond la caisse l'IA, mais en général, ce n'est pas très public. Alors, quelques exemples. Dans le marketing, toutes les entreprises en ont besoin. A priori, de la PME au grand compte, on a tous besoin de faire du marketing. Eh bien, il se trouve que les technologies d'IA, que ce soit dans les chatbots, que ce soit dans les analyses de données qui permettent de segmenter son marché, de faire des estimations, des modèles de pricing, toute forme d'optimisation de son mix marketing. Vous savez, le rêve d'un directeur marketing que j'ai été il y a 20 ans, c'est d'être capable d'optimiser ses dépenses pour obtenir le meilleur résultat. C'est ce qu'on appelle un problème de programmation opérationnelle. C'est comment on peut optimiser tout ça. C'est très très dur à faire. Et d'ailleurs, aucune IA est capable de le faire correctement aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? La principale raison, c'est que le monde du marketing change tout le temps. Les réseaux sociaux, il y en a de nouveaux tous les 6 mois, à peu près. Le mix marketing intègre entre 25 et 30 paramètres différents en termes de moyens de toucher ses clients. Et donc, on est sans arrêt dans la nouveauté. Donc, on peut s'appuyer sur le savoir du passé, mais ce n'est pas une IA qui vous dira qu'il faut aller sur Instagram, sur Periscope ou sur tel autre réseau social qui joue un rôle dans le mix marketing d'une entreprise, en tout cas pour les applications orientées vers le grand public. Donc, on ne peut pas prédire le futur de ce côté-là, on peut juste s'appuyer sur ce qui sont les invariants, les choses qui ne changent pas. Mais néanmoins, ça rend des services à pas mal d'entreprises. Il y a par exemple des startups aux États-Unis qui proposent des systèmes qui permettent d'optimiser le message, c'est-à-dire qui permettent d'optimiser le texte, par exemple d'une promotion ou le texte d'une annonce, c'est valable d'ailleurs dans les RH aussi pour le recrutement, et qui donc permettent de s'assurer que le texte est bien foutu. Et ça peut être fait pas simplement avec de l'A/B testing en testant le texte auprès d'une audience, mais simplement en analysant le contenu du texte et en le comparant à des bases de données qui sont déjà documentées sur l'efficacité de textes différents qui ont déjà été tagués au niveau de leur efficacité. Autre domaine, alors là qui est passionnant, et où il y a énormément d'usages qui vont changer la vie des gens, c'est le domaine de la santé. Alors dans la santé, vous avez de l'IA à tous les étages. Il y a des étages connus dont on entend souvent parler, qui sont la médecine prédictive, où d'ailleurs on en rajoute toujours un petit peu sur les réalités de cette technologie-là, mais il y a des étages moins connus de la fusée, notamment dans l'amont et notamment dans ce que j'appelle les biotech. Dans le monde des biotech, on utilise de plus en plus des techniques d'intelligence artificielle qui sont des mix de deep learning et de machine learning qui permettent d'améliorer la capacité à inventer de nouvelles thérapies. Alors typiquement, en mélangeant l'analyse du génome, l'analyse de ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire les pathologies que les gens ont, on est capable, avec des données croisées, d'identifier des paramètres qui permettraient d'inventer de nouveaux médicaments.
De plus en plus, on voit apparaître même des startups dont l'ambition est de modéliser des molécules pour voir lesquelles vont fonctionner vis-à-vis de cibles à attaquer, par exemple dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a énormément de choses qui se font dans ce domaine-là, c'est passionnant. Et évidemment, il y a tout cet univers du diagnostic médical qui fait des progrès. Alors aujourd'hui, essentiellement par le biais de l'imagerie médicale, qui est le domaine de l'IA qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, on l'a vu dans mon crowbar avec le vert et le rouge. Mais de plus en plus, des sociétés essayent de faire ça sur d'autres types de données que les images. En France, vous avez une boîte qui est très connue qui s'appelle Cardiologs, qui est capable d'analyser votre électrocardiogramme de manière assez fine et qui est capable d'identifier de l'ordre de 150 types de pathologies différentes au niveau cardiaque. Donc c'est assez puissant. Et c'est basé sur un entraînement avec des centaines de milliers de CG qui ont été réalisés avec leur système. Autre point, l'industrie. Alors paradoxalement, l'industrie, elle peut paraître à la fois dépassée et en avance. Elle est en avance parce qu'en fait, l'industrie utilise de l'IA depuis très longtemps. Les systèmes experts dans la maintenance sont utilisés depuis très longtemps, depuis au moins 30 ans. Les systèmes de reconnaissance des images sont utilisés pour le contrôle qualité dans les usines. La CAO, qui est une industrie qui existe depuis 30-40 ans, utilise des briques d'IA diverses et variées, mais qui ne sont pas forcément bien mises en avant. Et tout ça, c'est en train d'évoluer. Alors, ils sont un petit peu en retard dans la mesure où, comme l'industrie n'est pas transformée par le monde du B2B, du B2C, pardon, il n'est pas transformé par ce que font Google, Apple, Amazon et les autres, on peut avoir l'impression qu'ils sont en retard. Mais cette industrie est en train d'évoluer quand même radicalement. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la maintenance prédictive qui change complètement la vie des entreprises aujourd'hui. Ensuite, il faut savoir que, d'ailleurs dans l'industrie comme dans tous les secteurs, moi j'aime pas isoler l'IA en fait. L'IA, comme on l'a vécu depuis 40 ans dans le numérique, c'est une technologie parmi d'autres en fait. C'est un ensemble de technologies qui s'intègrent dans un environnement plus complexe, plus riche. Et quand on veut créer un nouveau produit, un nouveau système, il faut avoir une vision globale. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs qui associe architecture, réseau, hardware, éthique, et qui est lié à ça. Quand vous mettez une caméra de surveillance dans un logement, cette caméra de surveillance, elle peut envoyer des images à un serveur qui fait exécuter des algorithmes de détection de voleurs ou détection d'anomalies chez vous, et qui va vous alerter si ça ne va pas bien. Donc vos données personnelles circulent sur le réseau. Le serveur coûte cher. La télécom, ça coûte de l'argent. On croit que ça coûte rien, les télécoms, mais ça coûte de l'argent de faire circuler une image dans un sens et dans l'autre. Eh bien, on peut concevoir des systèmes architecturés différemment, où on met de l'intelligence de reconnaissance des images dans la caméra, donc ça veut dire des processeurs spécialisés dans la caméra. On ne fait pas transiter les images sur le réseau, donc de ce fait-là, on protège dans une certaine mesure une partie de la vie privée, et on n'envoie que les alertes. Donc là, vous avez un lien entre tous ces aspects-là, l'éthique, la 5G, la 4G, les processeurs, et donc ça montre bien que quand on crée un système, il faut avoir une vision d'ensemble technologique et pas une vision qui est uniquement liée au deep learning. Le deep learning, c'est un petit bout de l'IA, et l'IA est un petit bout d'un système informatique pour une entreprise aujourd'hui. La blockchain a des intersections avec l'IA. Je ne pourrais pas en parler en détail, mais bientôt on entendra beaucoup parler d'informatique quantique, qui est devenu mon dada depuis quelques temps, et il y a des liens entre l'informatique quantique et l'IA. Donc en fait, tous ces sujets-là sont reliés, les objets connectés évidemment, puisque les données viennent d'où? Ils viennent des objets. Alors l'objet, c'est vous, souvent, mais l'objet, ça peut être un téléphone, ça peut être un capteur dans une maison, dans une voiture, sur vous, dans votre bracelet. Tout ça, ce sont des objets connectés, et ce sont eux qui alimentent les IA. Donc s'il n'y a pas de capteur, il n'y a pas d'IA. Donc il faut intégrer ça aussi dans son raisonnement. Par exemple, les innovations, particulièrement d'ailleurs dans le domaine de la santé, au niveau des capteurs biométriques, sont des sources de génération de nouvelles données, exploitables par des intelligences artificielles, pour créer de nouvelles solutions, diagnostiques ou autres. Donc voilà des exemples d'interaction entre différents domaines technologiques. Alors je vais vous montrer ça d'une autre manière. Je vais l'illustrer par une sorte d'échelle de complexité du monde de l'informatique d'aujourd'hui. L'IA aujourd'hui, ça sert d'abord à observer. Finalement, quand on analyse des données, on observe, on touche à rien, on regarde. Donc on analyse sa base de données client chez Canal+, ou Orange, on regarde une image, on essaye d'en faire un diagnostic basé sur les images qui ont été taguées par le passé, mais ça ne va pas très loin, il n'y a pas de raisonnement. Après, il y a le raisonnement, l'analyse, ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors j'ai une petite image à partager avec vous sur la vie de tous les jours, et qui vous montre parfois le côté absurde de certains usages de l'IA. Qui a des enfants dans la salle? Levez le doigt là. Bon, pas tant que ça. Vous êtes très jeune. Hein. Quand on a des enfants en bas âge, entre 1 an et 2 ans, on leur apprend à traverser la rue. Alors je vais vous expliquer les méthodes qu'on peut utiliser. Alors première méthode, c'est la méthode système expert. Raisonnement automatique. Vous dites à l'enfant, tu regardes à gauche, à droite, le feu, le passage clouté, et tu traverses, et tu tiens la main de maman ou papa.
Ça, c'est les règles. C'est la deuxième colonne. Maintenant, méthode machine learning. La méthode machine learning, c'est que vous avez 1000 enfants aux Champs-Élysées qui ne savent pas traverser, et vous leur dites, allez-y, traversez ensemble, vous mettez des caméras, vous regardez, et là, vous comptez les morts. Sauf que vous faites du machine learning, donc vous regardez ce qu'ont fait les enfants, est-ce qu'ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, vous regardez tous les patterns de comportement, et là, vous en déduisez qu'il y a des règles que certains ont respectées, qui ont fait qu'ils ont survécu, il y en a qui ont couru vite aussi, hein, et puis d'autres qui ne les ont pas respectées et qui sont morts. Et c'est une image, mais ça vous rappelle un truc important, c'est que dans une entreprise, ou dans un IA, quand on connaît déjà les règles, autant les appliquer directement plutôt que les rechercher dans les données. C'est très pratique, hein. Une règle, ça coûte moins cher à exécuter qu'à retrouver dans les données quand on les a déjà. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité nécessaire entre les systèmes d'analyse de la donnée d'un côté et les systèmes qui gèrent les règles qu'on a déjà accumulées par le passé et qui font qu'on a notre savoir humain qui se développe. Alors il y a un troisième élément qui fait partie dans le monde de l'IA de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est d'ailleurs survendu par pas mal de gens, c'est en fait l'usage de l'expérimentation. C'est-à-dire que c'est l'IA, c'est le robot, c'est la voiture, c'est le chatbot qui interagit avec le monde extérieur d'une manière ou d'une autre et qui, par ce biais-là, apprend comment le monde extérieur réagit à ses actions. Donc le chatbot, par exemple, il vous répond d'une certaine manière. S'il se rend compte que le dialogue se passe mal et qu'il y a une détection d'émotions négatives à partir d'une réponse donnée, le système, par ce système de renforcement, va taguer la réponse comme étant mauvaise, ou il va diminuer son poids. C'est ça l'apprentissage par renforcement. Le robot qui essaye de manière maladroite de manipuler un objet, il se rend compte qu'il ne marche pas bien, il va en gros effacer le mauvais geste pour essayer d'apprendre un nouveau geste. C'est ça le renforcement. Pareil, hein, c'est ce qu'on fait dans le in vivo en biologie. Hein. En biologie, on teste des molécules dans des boîtes de pétri à 37 degrés et on essaie de voir si ça marche ou pas. Ça, c'est le monde biologique. Et puis, il y a un dernier point qui est extrêmement important, qui est tout bêtement la simulation in silico. Il y a beaucoup de problèmes très complexes à résoudre dans la vie, notamment en biologie, où on cherche non pas à simuler in vivo, donc avec l'interaction avec le monde réel, mais on cherche à simuler des problèmes complexes dans le logiciel. Et c'est là où interviennent soit des solutions à base d'IA, typiquement comme dans le jeu de Go, qui est en fait un jeu de simulation in silico, sauf que la règle est très simple, soit ce sont des simulations d'environnements extrêmement complexes, et en particulier dans le monde des sciences du vivant ou des matériaux, les interactions entre les atomes sont extrêmement complexes à gérer. Et là, la voie qui va être choisie dans le futur, c'est l'informatique quantique, qui ne reposera pas forcément sur le monde de l'IA au sens traditionnel du terme. Donc tout ça pour montrer que, en fait, l'IA résout un certain nombre de problèmes, mais d'autres techniques vont servir à résoudre des problèmes encore plus compliqués que ceux de l'IA, qui sont des problèmes de simulation, des problèmes d'environnement extrêmement complexes que ni le deep learning, ni le machine learning, ni les systèmes experts ne peuvent résoudre aujourd'hui, parce qu'on a besoin de simuler un monde extrêmement complexe, qui est lié au fait que les règles du monde, notamment les règles physiques du monde, sont très complexes à simuler, et d'où le besoin de ce genre de solution. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que tout le monde se pose, c'est que va devenir l'emploi avec tout ça. Donc, il y a plein d'études qui ont été publiées. Alors, j'ai fait mon propre machine learning dessus. Étude 2013, 50% des emplois vont disparaître en 10 ans. OK, bon. Étude 2016, on tombe à 7%. Alors, il se trouve que les études sont différentes, parce qu'il y en a qui parlent de net et d'autres de brut. Souvent, toutes ces études, elles ont un problème. Elles ont deux problèmes qui sont des biais cognitifs. Le premier biais, c'est qu'elles ne savent pas évaluer la vitesse à laquelle les technologies vont arriver réellement sur le marché. Par exemple, ces études-là disent que les infirmières seront remplacées par des robots dans 10 ans, ce qui est de la fumisterie totale. C'est pas possible. Il n'y a aucun robot aujourd'hui en labo est capable de le faire, même sur des tâches élémentaires. Donc, dans 10 ans, il n'y aura aucun déploiement. Pour que quelque chose soit déployé dans 10 ans, il faudrait que ça marche déjà concrètement dans une start-up ou dans un labo. Donc, le laps de temps n'est plus 10 ans, il est plutôt 25 à 30 ans. Premier biais cognitif. Et il y a un deuxième biais cognitif qui est que toutes ces études-là ont énormément de mal à prédire le futur, justement, pour ce qui est de la création de nouveaux métiers. Au même type que quand on avait 36% de l'emploi salarié en France qui était dans l'agriculture en 1947, on ne pouvait pas prédire que les médias se développeraient, que l'assurance se développerait, que le tourisme aérien se développerait, que tout un tas de nouveaux métiers liés au loisir ou que Netflix arriverait. Toutes ces choses-là, on ne pouvait pas les prédire à l'époque parce qu'on était ancré sur le présent ou le passé. Donc ça, on ne peut pas le prédire de manière efficace. Alors, les critères d'automatisation, ils sont très variés. Ils ne sont pas que techniques, ils sont aussi économiques, ils sont sociétaux. Et j'en liste quelques-uns ici. Mais les métiers les plus vulnérables sont souvent les métiers très homogènes, très automatisables, très orientés données, et notamment d'ailleurs chez l'école blanc, presque plus que chez l'école bleue ou les artisans. Et il y a un autre élément d'automatisation qu'on a complètement négligé dans les études macroéconomiques, je trouve ça assez sidérant. Il est lié au fait que quand on automatise des traitements dans les entreprises,
typiquement grâce à l'Internet ou grâce au mobile, en fait, on transfère le travail vers deux acteurs. Le premier acteur, c'est le logiciel qui exécute les traitements, et le deuxième acteur, c'est vous, le client. En fait, vous bossez pour les fournisseurs. Quand vous remplissez un constat en ligne chez une assurance, quand vous remplissez un formulaire d'achat de produits en ligne, en fait, vous faites le boulot du vendeur de la FNAC ou de l'agent d'assurance. Pareil pour les virements en ligne qui remplacent la personne qui recopiait votre virement papier quand vous alliez à l'agence bancaire. Et si on fait une analyse globale du transfert de valeur, en fait, ce transfert de valeur, comment il s'est produit? Il s'est produit par le fait suivant. Le client fait le travail du fournisseur avec du logiciel, mais vous le faites parce que vous gagnez du temps et vous avez moins de déplacements à faire pour aller à l'agence XYZ. Résultat, vous avez plus de temps pour le reste. Résultat, à la fin, vous regardez Netflix. J'exagère un peu, mais c'est juste pour dire que certaines transformations à un endroit donné, par un phénomène de vase communicant, vont entraîner un usage et une consommation de contenu ou une forme d'activité, peut-être sociale, différente de l'activité d'origine. On gagne du temps, on l'utilise d'une certaine manière qu'on ne prédit pas forcément à ce moment-là. Alors, un exemple typique de révolution industrielle qui va se produire entre dans 10 ans et dans 20 ans, on ne sait pas très bien exactement quand, c'est le véhicule autonome. Alors le véhicule autonome, on peut l'envisager comme un produit, comme une technique qui marche plus ou moins bien, qui marchera plus ou moins bien dans 5 à 10 ans, mais il faut le voir comme un agent de transformation, comme l'a été la mobilité, de la société en général. Donc il faut l'intégrer comme un outil qui va modifier le monde de l'assurance, le monde du bâtiment, le monde de la ville intelligente, qui va changer même le rôle du véhicule par rapport au consommateur. On sera peut-être amené à posséder moins les véhicules et à les partager. On aura un Blablacar automatisé, si vous voulez, ou un Uber complètement automatisé. Pourquoi? Parce que si le véhicule est un actif circulant dans une ville, avec ou sans embouteillage, et qu'il est capable d'arriver chez vous extrêmement rapidement quand vous en avez besoin, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher une voiture au parking. Et les véhicules autonomes vont arriver plus vite à vous, comme les Uber d'ailleurs aujourd'hui, que le véhicule que vous avez mis au parking, surtout si ce n'est pas chez vous. Donc en fait, il y a tout un tas de choses comme ça qui vont être transformées. Et donc la manière de comprendre l'innovation, c'est de sortir du précaré de l'innovation elle-même. C'est de voir tout ce qui est marché adjacent, tout ce qui est autour. Alors comment on peut adopter ces technologies-là dans les entreprises? L'IA, c'est un petit peu comme le digital au sens marketing du terme, CRM, relations clients, etc. Le digital, il a une caractéristique, c'est que quand on le met en œuvre dans les entreprises, on le met en œuvre dans un environnement qui bouge tout le temps. Ce n'est pas un monde qui est stable. Eh bien, l'innovation autour de l'IA relève de la même démarche. C'est un modèle d'innovation où il faut être sans arrêt à l'écoute de ce que les nouvelles technologies permettent de faire, des besoins métiers de l'entreprise, évidemment, et des sources de données dont on a vu qu'elles jouaient un rôle assez important dans la qualité des solutions. Mais une fois qu'on a ça, on doit faire des choix, on doit tester, on doit ensuite prototyper à une plus ou moins grande échelle, et après on déploie. Sauf que quand on déploie une IA, il faut en permanence vérifier que ça marche bien. C'est vrai d'ailleurs de n'importe quelle application numérique, mais dans l'IA, c'est encore plus vrai, puisqu'il peut y avoir des biais de données qu'on n'a pas imaginés, on peut découvrir des problèmes d'éthique qui vont se poser en cours de déploiement, alors que les concepteurs n'ont pas du tout imaginé ce qui pourrait se produire. Et donc, on est dans un modèle d'innovation permanente. Et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais, en fait. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles compétences vont être nécessaires pour mener toutes ces innovations de front. La plupart des grandes entreprises, même des PME, vont devoir gérer de front à la fois la blockchain, dans certains cas de figure, l'IA, les objets connectés, la 5G qui va arriver dans les années qui viennent. Comment gérer tout ça, hein? Donc, c'est pas évident. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de compétences. D'ailleurs, ceux dans la salle qui sont des spécialistes du numérique savent très bien que recruter un développeur, c'est difficile. Recruter un spécialiste du machine learning ou du deep learning est encore plus difficile. Alors, je ne vous dis pas, recruter un spécialiste de l'informatique quantique, il y en a 224 en France en tout, hein, et ce sont des chercheurs. Donc c'est un exemple où on est à 0,0 sur un métier donné qui est nouveau, mais de toute façon, comme ces ordinateurs-là ne marchent pas encore, il n'y a pas le feu, mais un jour, la question se posera. Alors ce qui est intéressant, c'est que les compétences dont on a besoin sont très variées selon le type de projet à gérer. Ce que j'ai observé, moi, dans la dimension technologique de l'IA, c'est qu'on a besoin de gens qui sont pas forcément des codeurs au sens classique du terme, des gens qui développent du logiciel, sont des gens qui doivent être beaucoup plus des mathématiciens, qui doivent mieux comprendre les datas, qui doivent mieux comprendre les modèles statistiques qui sont derrière les datas, parce qu'il faut savoir que tout le machine learning et le deep learning, ce sont des modèles probabilistes, donc il faut avoir une bonne compréhension de la structure spatiale des données. C'est-à-dire comment les données sont réparties, comment elles se regroupent, comment elles se clusterisent, comment elles sont structurées. Tout ça, ça fait partie des compétences qu'il faut avoir quand on manipule des systèmes à base d'IA. Donc, en gros, beaucoup plus de base logique et mathématique, donc une formation qui est pas négligeable. Le deuxième point, il faut toujours connaître les besoins clients.
Moi, je considère qu'une entreprise qui a des technologues, mais qui ne connaît pas ses clients, c'est un borgne, en fait. C'est quelqu'un qui ne voit pas en 3D, quoi. Une entreprise qui voit en 3D, c'est une entreprise qui a à la fois l'œil technologique d'un côté et l'œil client de l'autre. La capacité à comprendre les pain points des clients, les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours, la capacité à intégrer les besoins autour du produit que vous vendez, mais dans la vie globale de votre client, que ce soit un particulier ou une entreprise. Donc tout ça, c'est fondamental. Ensuite, le sourcing des data. On a vu tout à l'heure que c'était important. Si on se source au mauvais endroit au niveau de la qualité des données, le résultat ne va pas être bon, quoi. C'est clair, on va avoir des solutions qui ne fonctionneront pas bien. Donc il faut être capable de savoir où trouver les bonnes données. Et puis le dernier point, je l'ai déjà cité, c'est la culture de l'expérimentation, la culture dite de l'échec. Il y a plein de trucs qui ne vont pas fonctionner correctement dans l'IA, comme c'était vrai avant dans le mobile ou dans l'Internet. Et donc il faut absolument qu'un maximum d'innovateurs dans les entreprises de toute taille, y compris d'ailleurs dans le monde du secteur public, apprennent cette culture d'innovation, cette culture du risque, cette culture de l'expérimentation, qui est permanente, en fait. Ça ne se stabilise jamais. On est sans arrêt en train de remettre le corps à l'ouvrage parce que l'environnement bouge très vite. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui sur l'état de l'art actuel de l'IA va encore changer dans 3 ans, il va encore changer dans 5 ans. On va avoir des annonces tonitruantes de chercheurs ou de laboratoires de recherche ou de grosses entreprises ou de start-up qui vont changer les repères intellectuels que nous avons sur le sujet de l'IA. C'est une industrie qui va évoluer dans les 10 à 20 ans qui viennent. Donc, il ne faut pas se croire dans un monde stabilisé. Aujourd'hui, c'est un monde qui est extrêmement mouvant. Voilà ce que je voulais vous dire, en fait, pour vous donner envie de vous intéresser à l'IA en tant qu'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop anxiogène, d'une manière générale, sur l'IA. Il faut être beaucoup plus rationnel. Il faut regarder ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, ce que ça fera peut-être un jour, savoir l'intégrer dans sa stratégie, savoir l'intégrer de manière globale dans une stratégie numérique qui n'intègre pas que de l'IA, mais qui intègre plein d'autres technologies. Et il faut changer un petit peu d'état d'esprit. Il faut être beaucoup plus ouvert, il faut être créatif, il faut élargir le recrutement. Il faut que les recrutements aussi dans les entreprises représentent mieux la société et sa diversité. Parce que si on est trop homme blanc, n'oublions pas les femmes, il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers-là, si on est trop stéréotypant dans les profils des gens qui créent ces solutions-là, eh bien on sera stéréotypant dans les solutions qui vont être créées et on créera un monde trop inégal. Donc il est très important finalement que la diversité des hommes et des femmes qui créent les solutions reflète la diversité de la société pour que les solutions qui sont créées avec ces technologies-là puissent en gros, créer un monde meilleur, idéalement. Voilà, merci.